Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est une joie de vous revoir, chère Chantal Joanneau, ou plus exactement de vous retrouver ici, puisque vous avez siégé au Sénat entre 2011 et 2017 et que vous étiez, avant votre départ, membre de notre commission et présidente de la délégation aux droits des femmes. Notre commission vous avait reçu en mars 2018 à l'occasion de votre nomination à la tête de la Commission nationale du débat public pour un mandat de 5 ans, puis en octobre 2019. Il était donc temps, si j'ose dire, de vous entendre à nouveau. Je rappelle que la CNDP est une autorité administrative indépendante chargée d'organiser les débats publics sur les projets, les plans et programmes ayant un impact majeur sur l'environnement. Son rôle est de permettre au public d'être informé le mieux possible et de participer à la prise de décision en plaçant son action dans le cadre des principes d'indépendance, des principes de transparence et d'égalité de traitement des contributeurs. Votre parcours et votre expérience sont particulièrement précieux au moment où notre pays fait face à des choix déterminants pour son avenir, avec la pression imposée par le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité. La concertation avec le public et la participation des citoyens aux décisions ayant des impacts sur l'environnement sont essentielles pour mener à bien les transitions qui sont devant nous, car elles constituent la garantie de l'acceptabilité et de l'effectivité de ces transitions. Aussi, nous souhaitions particulièrement vous entendre dans le cadre de l'examen prochain par le Sénat du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui a été déposé sur le bureau de notre Assemblée le 26 septembre dernier, et dont certaines mesures du texte initial concernent directement la CNDP. Je pense notamment à l'éolien en mer. Toutefois, de nombreux autres sujets sur lesquels travaille la CNDP intéressent notre commission. Je pense au futur débat sur le nouveau programme nucléaire français, au débat qui s'est achevé il y a peu sur le nouveau plan de gestion des matières et déchets radioactifs, à celui sur la politique agricole commune, ou encore à divers projets et plans structurants pour nos territoires qui font l'objet d'une intervention de la CNDP. En outre, le Parlement devrait examiner avant le 1er juillet 2023 une loi de programmation relative à l'énergie et au climat. Dans ce cadre, et pour alimenter les travaux préparatoires de ce texte important, une concertation nationale sur le système énergétique est en cours sous l'égide de la CNDP. Conformément à la saisine du 23 février 2022, signée par la ministre de la Transition énergétique et le ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Le président de la République a en outre indiqué que cette concertation nationale aurait lieu au second semestre 2022. On comprend donc déjà, soit dit au passage, que le calendrier fixé par le Code de l'énergie visant une adoption de cette loi de programmation avant le 1er juillet 2023, ce calendrier sera difficilement tenable. Le gouvernement l'a d'ailleurs lui-même déjà reconnu. Je rappelle enfin que nous examinons chaque année les crédits budgétaires qui contribuent au fonctionnement de la CNDP et qui sont inscrits dans le programme 2017 de la mission, programme 217 de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable. À cet égard, vous nous direz si les moyens budgétaires alloués cette année à la commission que vous présidez et vos effectifs budgétaires vous semblent à la hauteur des missions qui vous sont assignées. Avant de vous laisser la parole, je souhaiterais vous poser 2 questions liminaires. D'abord, près de 5 ans après votre nomination, quel regard portez-vous sur le fonctionnement de la démocratie environnementale dans notre pays et sur les évolutions législatives et réglementaires intervenues en la matière ces dernières années? Grâce à votre expérience sur des projets récents, vos interactions avec les ministères et les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement, quels obstacles identifiez-vous au renforcement de la culture de la participation et de la concertation dans notre pays? À l'inverse, quels sont pour vous les atouts de notre modèle de démocratie environnementale par rapport à nos voisins européens? Je serai notamment preneur de votre retour d'expérience sur l'élaboration de la loi climat et résilience que notre commission a examinée au fond et qui était née de l'exercice assez particulier de la Convention citoyenne, dont la méthodologie ne correspondait pas du tout et pas tout à fait à celle que la CNP a l'habitude de mettre en place. Ensuite, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de la méthode de concertation en cours sur la future loi de programmation énergie-climat, la gouvernance de la concertation et les étapes du processus?
Madame la Présidente, je vous laisse à présent répondre à ces premières questions. Puis nous nous concentrerons, si vous le voulez bien, sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables. Et je donnerai la parole à notre rapporteur Didier Mandelli, qui vous interrogera spécifiquement sur ce texte, ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je suis ravie de vous retrouver, surtout en cette salle que je sais que vous avez dû quitter quelque temps en raison du contexte sanitaire. Alors, juste peut-être effectivement pour répondre à vos questions présentées en une minute, la Commission nationale du débat public, qui est une institution qui a 25 ans, qui a été transformée en autorité administrative indépendante assez rapidement d'ailleurs, puisque son rôle est de garantir un droit qui est inscrit dans la Constitution, qui elle-même en fait reprend d'ailleurs des enseignements de la Convention internationale d'Aarhus, qui est le droit à l'information et à la participation du public à l'élaboration des décisions sur les projets qui ont un impact sur l'environnement. Et chaque mot compte, c'est bien un droit à l'information, donc nous devons veiller à ce que le public ait accès à une information pluraliste, contradictoire et surtout compréhensible et lisible par lui. Donc nous n'émettons pas cette information, nous n'avons pas le droit de le faire, mais nous veillons au contraire à ce que et l'information qui émane du maître d'ouvrage et celle qui émane d'autres acteurs soit la plus accessible possible. Quant au droit à la participation, ce n'est pas simplement un droit à être consulté, c'est vraiment participer à l'élaboration des décisions. Et ceci se traduit de manière concrète par le fait qu'à l'issue d'un débat public ou d'une concertation, le maître d'ouvrage, donc celui qui a eu l'obligation de nous saisir en général, a l'obligation de dire ce qu'il retient ou pas du débat public, et quand il ne retient pas des propositions qui émanent du public, pourquoi il ne les retient pas. Donc il a l'obligation de motiver sa décision. Autre point important, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout le même rôle que les commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs interviennent à la fin de l'élaboration du projet, juste avant l'autorisation d'engager les travaux, pour émettre un avis sur le projet, favorable ou défavorable. Nous intervenons au tout début de l'élaboration du projet, à un moment où on peut débattre de son opportunité même. Est-ce qu'il faut faire ou pas ce projet? Ce qui est l'essence même en fait du débat public. Et on a une obligation absolue de neutralité, c'est-à-dire que nous ne devons jamais émettre d'avis sur le fond du projet. On ne peut émettre d'avis que sur la qualité de la participation. Voilà, notre activité elle a fortement augmenté depuis 5-6 ans, puisqu'elle a été multipliée par 7. On a entre 130 et 150 procédures par an de concertation ou de débat public sur des sujets effectivement très variés. Voilà quelques mots d'abord de présentation de notre fonctionnement. La démocratie environnementale en France est très particulière. On a effectivement depuis 25 ans une loi qui est très élaborée, qui est plutôt d'ailleurs reconnue. On reçoit très souvent des délégations internationales qui s'inspirent du modèle français. L'Italie vient d'adopter une loi qui crée l'équivalent de la CNDP en Italie, avec cette idée donc que pour les grands projets, c'est important de pouvoir débattre de leur opportunité très tôt, avant d'engager des études et des frais très importants pour les maîtres d'ouvrage. Donc cette démocratie, elle fonctionne bien. Comme je vous le disais, on a quand même une très forte augmentation des procédures. On nous sollicite énormément pour des missions de conseil, notamment des collectivités nous sollicitent pour des missions de conseil. Et pour présider chaque année les trophées de la participation, je peux aussi témoigner que les petites communes ont une activité participative extrêmement importante. Cette année, les dossiers les plus nombreux émanent de communes de moins de 10 000 habitants. Donc, la démocratie environnementale va plutôt bien. Ceci dit, concernant les récentes dispositions qui ont été adoptées, c'est vrai que, alors qu'on a toujours connu un mouvement de progression du droit à la participation, on a connu quelques régressions assez importantes. La première est le fait que avait été créé un droit pour que, sur des projets qui ne sont pas obligatoirement soumis à la CNDP, le public, les associations ou les collectivités, pendant un délai de 4 mois, bénéficient d'un droit d'initiative qui était le droit de saisir la CNDP sur ces projets. Ce délai a été raccourci à 2 mois par la loi ASAP. Ensuite, à l'issue de la loi ASAP, un décret a été adopté, et d'ailleurs il a été signé le 30 juillet de mémoire,
a été adopté qui multiplie par 2 les seuils au-delà desquels la saisine de la CNDP est obligatoire. Donc, en d'autres termes, il y a environ 45% des projets qui étaient auparavant obligatoirement soumis à la CNDP pour participation qui ne le sont plus. Ils ne peuvent pas être nécessairement rattrapés par une procédure volontaire à l'initiative des citoyens ou des associations, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, le délai du droit d'initiative, lui, a été divisé par 2. Or, c'est assez compliqué pour des associations de connaître l'existence d'un projet et de s'organiser pour exercer ce droit d'initiative. Autre point, dans le cadre de la loi énergie-climat, il a été décidé que la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui auparavant était soumise à débat public potentiellement, ne le serait plus et qu'elle ferait l'objet d'une concertation dont les conditions restent à définir par un décret dont on n'a pas connaissance à ce jour. Donc plusieurs évolutions législatives, effectivement, ou réglementaires qui ont restreint le champ de la participation, en tout cas concernant la CNDP. Et en parallèle, quand même, effectivement, pas mal d'initiatives dans ce domaine. Donc, vous avez cité la Convention citoyenne. La Convention citoyenne sur le climat. En soi, les exercices, alors nous, on les appelle de mini-publics, c'est parce que c'est les publics tirés au sort, mais il y a différentes modalités de tirage au sort. Ce ne sont pas des exercices nouveaux. C'est des exercices qui ont été pratiqués de longue date. Je crois qu'on l'a utilisé en 2004 la première fois. Pardon, je manque à tous mes devoirs, mais vraiment, j'ai honte. Je suis accompagnée des vice-présidentes et vice-présidents de la CNDP, Hilaria Casillo et Florent Gagneur, qui vont notamment pouvoir vous expliquer comment va se passer la concertation nationale, même si on n'a pas encore les dates. Donc, pardon, cette convention, donc, elle n'est pas nouvelle dans ses modalités, puisque ce sont des exercices qui ont déjà été pratiqués de longue date. On en a fait une trentaine, en fait, dans le cadre de débats publics. Par exemple, pour la PPE, on avait réuni 400 citoyens tirés au sort, qui avaient été réunis à l'Assemblée nationale, pour effectivement hiérarchiser différentes propositions. Donc, on n'est pas tout ça pour dire que les conventions citoyennes, on y croit puisqu'on les utilise nous-mêmes. Ceci dit, 2 éléments. Le premier, c'est qu'on ne peut pas uniquement reposer sur des conventions citoyennes pour organiser la participation du public. Il est important que toutes les personnes potentiellement concernées par un sujet puissent bénéficier de la même information et puissent participer au débat public. Donc cet exercice doit toujours être complété par un exercice ouvert au grand public, que ce soit sous différentes modalités. Mais en tout cas, dans notre jargon, on dit qu'il faut toujours mélanger mini-public et maxi-public. Le deuxième élément, et ce qui était le plus délicat, et ce qui est le plus important quand on fait de la participation, c'est pourquoi on le fait. La participation ne se justifie pas en elle-même. Le pourquoi on le fait, c'est quel lien on garantit à la décision. Qu'est-ce que le décideur s'engage à mettre en débat et surtout, comment il s'engage à le reprendre ou pas. Et c'est effectivement ce qui a posé problème dans la mesure où sur cet exercice, il n'y avait aucune garantie légale sur la manière dont les conclusions de la Convention seraient reprises ensuite par les décideurs au sens le plus large. S'agissant de la concertation énergie-climat, peut-être que je vais tout de suite laisser la parole à Hilaria et Florent, puisque on avait, pourquoi cette concertation énergie-climat? On travaille avec EDF depuis maintenant plusieurs mois sur la saisine qu'ils nous ont adressée concernant les projets de construction de nouveaux EPR. Et donc, il va y avoir un débat public qui va être organisé à partir du 27 octobre, donc il sera ouvert le 27 octobre jusqu'au 27 février, sur l'ensemble du programme de construction de nouveaux réacteurs, dont principalement les 2 réacteurs EPR2 à Penly. Et nous avions signalé au gouvernement par un avis que préalablement, il aurait été opportun quand même de pouvoir mettre en débat la place de l'énergie nucléaire dans l'ensemble du mix énergétique et de mettre en débat donc l'ensemble du mix énergétique. Ce à quoi le gouvernement a répondu favorablement. Donc, Hilaria et Florent ont mené une mission de conseil pour proposer la méthode de concertation, qui sera sous l'égide du gouvernement, hein, celle-ci, ce n'est pas la CNDP qui l'organise. La méthode a été proposée donc en avril, et on attendait impatiemment que la concertation nationale puisse s'ouvrir, puisque cet exercice, comme le débat public sur les EPR, a vocation à éclairer le Parlement,
à être versés en fait aux débats au Parlement qui auront lieu sur la future loi de programmation énergie-climat. Donc c'est important que les conclusions de cet exercice interviennent avant les débats parlementaires. Et c'est vrai qu'on aurait préféré que la concertation nationale intervienne avant le débat sur les EPR, ce qui apparemment n'a pas été possible côté gouvernement puisqu'il n'était pas prêt. Mais Hilaria, peut-être que je te laisse présenter, Jean-François, les éléments de cette concertation. D'accord. Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Donc, comme la Présidente le disait, nous avons proposé au gouvernement un rapport dans lequel nous avons détaillé la méthode pour mettre en place cette concertation nationale sur le système énergétique de demain. Au cœur de cette méthode, il y avait le lien très étroit entre démocratie participative et démocratie représentative, c'est-à-dire le fait que cette concertation devait se rattacher au débat parlementaire qui est souverain dans le domaine de, voilà, dans le cas qui nous occupe dans le domaine de l'énergie. Et donc, nous avons proposé une méthode qui mettait en dialogue ces deux formes de démocratie, ce qu'on fait souvent à la CNDP, parce que nous considérons qu'il est très important d'articuler ces deux formes de démocratie et qu'il y en a une qui est titrée à prendre les décisions, c'est la démocratie, bien évidemment, représentative. Donc, c'est pourquoi nous avons proposé au gouvernement, tout d'abord, un certain nombre de thèmes, de sujets, 3 en particulier, le sujet de la consommation, on voulait sobriété, mais pas seulement, le sujet de la production, donc le mix énergétique et les mix électriques, et le sujet de la gouvernance et des coûts. Donc, 3 grands sujets autour desquels la concertation devait s'articuler, avec 2 grands volets. Un volet maxi-public, c'est-à-dire vraiment un tour de France des territoires, notamment des régions, parce que la question énergétique ne se décline pas, que ce soit en termes de consommation et de production, pareil dans toutes les régions françaises, et un moment un peu plus délibératif avec ce que nous avons appelé un forum des jeunesses, avec environ 200 jeunes tirés au sort, âgés de 18 à 35 ans, pour travailler vraiment sur des volets particuliers de l'ALPEC, la loi énergie et climat, tout ça pour nourrir non seulement le projet de loi du gouvernement, mais d'abord et surtout le débat parlementaire. Et c'était très important que ça vienne en amont, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est les parlementaires qui vont pouvoir et devoir se positionner et voter. Donc, ils seront éclairés de tout un tas d'éléments, parmi lesquels, on va dire, l'expertise citoyenne ou la voix de celles et ceux qui auront participé. Ça nous paraît un élément d'éclairage essentiel pour le vote. Et ce qui est important aussi, c'est que la Première ministre vient de nous missionner comme garant de la concertation. Donc, nous n'avons pas seulement élaboré la méthode de cette concertation, nous allons aussi la garantir au sens que nous verrons à sa transparence, la transparence de la méthode, la manière dont elle va se mettre en place, la manière dont les réunions vont se passer, et aussi la manière dont ce forum des jeunesses va se mettre en place. Un autre élément de cette garantie, c'est le fait que c'est nous qui allons restituer ce qui s'est dit, ce qui est un élément très important. La démocratie participative est en fait quoi? Le fait d'inviter nos concitoyens à s'exprimer. Donc, on manie la parole de celles et ceux qui s'expriment. Cette donnée, qui est une donnée qualitative, elle est quand même difficile à manier dans le sens où elle peut être des fois orientée. Donc, elle nécessite un traitement neutre, transparent et exhaustif. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a considéré opportun de nous confier aussi cette tâche de rédiger le compte-rendu de ce Tour de France des régions, mais aussi du travail des forums des jeunesses. Et dans la lettre d'émission de la Première ministre, il est précisé aussi que c'est notre rapport qui devrait éclairer les travaux de l'axe transition énergétique du CNR qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, un rôle important qui a été donné à la garantie de la CNDP dans cette mission. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à notre rapporteur Didier Mondrelli. Je tiens à saluer la présence de Patrick Chauvet qui devra nous quitter parce qu'il a une matinée un peu chargée, qui est le rapporteur désigné par la Commission des affaires économiques sur les articles que nous avons délégués au fond. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je souhaite vous interroger sur le texte relatif, comme le Président l'a évoqué, à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Nous examinerons mercredi prochain dans cette même salle en commission sur ce texte, mais qui contient un certain nombre de sujets, mais d'autres n'y figurent pas, alors qu'ils sont essentiels pour garantir l'acceptabilité, la rapidité, certains parlent de l'appropriation d'ailleurs, du développement des énergies renouvelables. Donc nous avons besoin à la fois pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité, nous adapter au dérèglement climatique et à ses conséquences. Question très générale tout d'abord, est-ce que vous avez relevé des points forts et des points faibles dans ce texte? Ensuite, je souhaiterais vous interroger plus précisément sur l'enjeu de la planification à terre et en mer et de la concertation avec le public.
Pour la planification terrestre du développement des énergies renouvelables, quelle méthode nationale ou territoriale recommandez-vous? À quelle échelle cette planification pourrait-on identifier les zones qui pourraient accueillir les projets d'énergie renouvelable, que ce soit du solaire, de l'éolien, méthanisation, etc. Sous quelle forme pourrait-on associer le public à la définition de ces zones? Quelle devrait être la place des élus, selon vous, dans la prise de décision relative à l'identification de ces zones, puis dans l'implantation des projets sur le terrain? S'agissant des projets éoliens en mer, la Commission nationale du débat public a été saisie à de multiples reprises afin d'organiser la participation du public sur des projets faisant l'objet d'appels d'offres dès 2013 avec le parc de Saint-Nazaire, qu'on a ouvert récemment, et pour les parcs du Sud-Bretagne et de Centre-Manche. Dans la perspective de l'examen du projet de loi, pourriez-vous nous faire part des principaux enseignements à tirer des consultations organisées sur les projets éoliens en mer? Identifiez-vous des écueils, compte tenu de cette expérience récente, à corriger? J'aimerais en particulier savoir si vous avez identifié des pistes pour renforcer l'acceptabilité des projets dès le stade de la concertation préalable, par exemple à travers un renforcement de l'information mise à disposition du public sur les enjeux que recouvrent les zones d'implantation envisagées en matière de préservation de la biodiversité et plus largement de conciliation des différents usages de la mer. Selon vous, cette information est-elle suffisante aujourd'hui pour que le public se prononce en connaissance de cause sur l'implantation des parcs? Enfin, de l'avis de certains acteurs, l'une des clés du succès du nombre de nos voisins en matière d'éolien en mer, je pense notamment à l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, réside dans l'élaboration précoce et précise d'une planification spatiale, voire temporelle, des projets qui permettent de donner de la visibilité aux acteurs et de désamorcer en amont les conflits. Identifiez-vous des exemples à l'étranger dont nous pourrions nous inspirer si nous devions améliorer l'existant dans notre pays? Comment, selon vous, la planification des projets éoliens en mer pourrait-elle s'organiser? Je ne vous cache pas que nous avons quelques idées, évidemment, d'ores et déjà, mais il est important de recueillir votre avis et vos réponses à toutes ces questions. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, je vous laisse répondre au rapporteur. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je ne répondrai pas à la première question, point fort et point faible. J'ai pas le droit, en fait, puisque j'ai une obligation de neutralité et je ne peux me prononcer que sur les aspects qui concernent l'information et la participation du public. Alors, je vais commencer par la planification terrestre, mais assez rapidement, parce qu'en fait, on a très peu, nous, de projets d'énergie renouvelable terrestre, dans la mesure où généralement c'est des petits projets. Nous, on est obligatoirement saisi au-dessus de 300 millions d'euros, donc c'est rare que les projets dépassent ce seuil. On a eu 3 projets de parcs éoliens, dont un en cours, et puis surtout le débat important sur le projet Oriseo de création d'un parc solaire 1000 hectares en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est de ce débat public qu'on peut tirer un certain nombre d'enseignements. D'une part, sur comment planifier et à quelle échelle. Ce débat était extrêmement intéressant puisque le porteur de projet proposait en fait de défricher 1000 hectares pour y installer des panneaux solaires. Et les opposants ont dit mais non, puisqu'on voit bien que dans le cadre du SRADET, il est possible d'atteindre la même puissance en posant des panneaux solaires sur les friches. Donc on aurait très largement le potentiel. Donc une expertise a été diligentée. Il s'est avéré que les chiffres du SRADET étaient surestimés, puisque souvent c'était des petits bouts de friches et que du coup c'était pas possible vraiment d'optimiser des installations sur ces espaces. D'où, si on fait une bonne planification terrestre, la nécessité de partir du terrain, la nécessité effectivement de pouvoir déjà très concrètement identifier zone par zone quel usage, à quel endroit, parce qu'il y a des conflits d'usage entre des usages agricoles, des usages économiques et l'implantation d'énergie renouvelable. Donc d'avoir une vision beaucoup plus précise, aussi de où on peut les raccorder, puisque la question du raccordement est vraiment pas neutre. Donc la bonne échelle territoriale, c'est quand même l'échelle qui est la plus proche du terrain. Et si on doit envisager une planification, de notre expérience, on la verrait plutôt ascendante que descendante. On verrait plutôt une échelle qui repose déjà sur la vision des élus locaux et des intercommunalités sur la réalité de leur terrain, qui permettent ensuite de dire de manière assez précise, voilà potentiellement où on pourrait installer ce type d'énergie. Et ensuite de pouvoir concilier effectivement le potentiel avec les objectifs nationaux. Mais donc plutôt une démarche ascendante, puisqu'on voit bien que quand on est à une échelle trop large,
On n'a pas une connaissance suffisamment fine du territoire pour pouvoir identifier ce potentiel. Et en plus, plus on est proche du territoire, plus c'est facile d'organiser l'information et la participation du public, puisque, en fait, le public, il a ce qu'on appelle une expertise d'usage, une expertise du quotidien, et il est capable de dire, moi, de mon expérience, voici ce qui se passe sur le terrain. Donc, la place des élus, c'est bien d'arbitrer ces différentes visions, des conflits d'usage potentiels, des potentielles zones d'implantation des énergies renouvelables. Donc, et ça, c'est aussi intéressant, on l'a vu je l'ai vu dans les trophées des participations, il y a beaucoup de démarches de terrain qui fonctionnent bien si on part au plus proche du terrain. Et l'éolien en mer, finalement, ne déroge pas tellement à ce que je viens de vous dire, même si l'échelle de la mer est une échelle beaucoup plus large, et les projets dont on parle maintenant sont vraiment des projets industriels dont on imagine encore assez peu l'ampleur. C'est-à-dire que je prends l'exemple du dernier projet de parc éolien qui est celui de Centre-Manche, AO5, AO8, appel d'offres 5, appel d'offres 8. Au total, on est sur, grosso modo, entre 470 et 480 km², avec des éoliennes qui font plus de 300 mètres de haut, qui doivent être séparées d'1 kilomètre pour qu'il n'y ait pas d'effet de perturbation entre les unes et les autres. Donc on est vraiment sur des systèmes, c'est 2,5 gigawatts le potentiel du parc. Donc on est sur des échelles industrielles monumentales. Ce que nous ont enseigné les 17 débats publics et concertations qu'on a pu faire sur des projets de parcs éoliens en mer, parce qu'on en a fait 17 au total. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est, je vais simplifier, je ne vais pas tout reprendre. Les arguments ont beaucoup évolué, parce qu'auparavant, il y avait des arguments d'opposition économique sur le thème, c'est pas rentable. Or, aujourd'hui, les projets de parcs éoliens en mer sont effectivement rentables. Donc, ces arguments-là, on ne les trouve plus, de même que les arguments des climato-sceptiques deviennent très rares dans les débats publics. Par contre, effectivement, ce qui demeure, c'est la question du conflit d'usage, ça c'est sûr. La mer n'est pas un espace vide. Et la vision qu'on a de la mer d'un espace vide souvent est une vision fausse. Il y a déjà des conflits d'usage, avec la pêche, avec l'aquaculture, avec le transport, avec le tourisme, avec la défense. Donc déjà, quand on fait une carte des zonages de la mer, mais je vous en montrerai, j'en ai apporté, on voit bien que c'est quand même un espace qui est très très dense. Donc il y a déjà des conflits d'usage qui existent. L'autre problème que l'on a, en fait, quand on fait des débats publics, c'est qu'on a très peu d'informations sur deux sujets, les questions environnementales. On connaît très très peu et les fonds marins et l'impact sur la vie faune de ces projets de parc. Les fonds marins, je vais vous citer juste un exemple intéressant sur le projet de parc éolien Sud-Bretagne. À l'ouverture du débat public, je rencontre le président du comité régional des pêches, qui est depuis président du comité national, et qui me sort une grande carte faite à la main. Il me dit, là, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait à la main, et ça, l'État, il ne l'a pas. Je connais mieux les fonds marins que l'État. Et c'était vrai. Même l'État le reconnaît. Donc, une insuffisance de connaissances de données environnementales qui fait que, d'ailleurs, quand on met en débat, le public nous dit, l'environnement, c'est le parent pauvre, puisque finalement, on est un peu aveugle sur cette question. Donc, quand on débat, on n'est pas vraiment capable de débattre des impacts environnementaux. Donc ça, c'est la première donnée qui manque. Le gouvernement a lancé un Migralion, donc des recherches. Il a mis 3 millions d'euros sur le sujet, c'est déjà bien, mais on voit bien qu'on manque encore de données sur ce point. Et le deuxième élément, quand on propose au public, quand on met en débat des projets de parc, le public nous dit, moi je veux bien me prononcer sur celui-ci, mais c'est quoi le coup d'après? C'est notamment ce qui nous avait été dit en Normandie en 2019. C'est quoi le coup d'après? Donc la question de la planification, elle devient centrale pour le débat public, et c'est pour ça qu'on avait préconisé dès 2019 qu'on donne de la visibilité au public sur le nombre de parcs qui étaient envisagés sur une zone. C'est important pour le public, c'est important pour les porteurs de projets aussi, c'est important pour connaître les impacts cumulés qui sont les impacts environnementaux, mais même sur le fonctionnement des parcs eux-mêmes. On ne connaît pas exactement les impacts cumulés sur le fonctionnement des différents parcs. Donc on avait plaidé pour cette planification. Et honnêtement, on est très content
que le gouvernement aujourd'hui envisage cette planification. Maintenant, par rapport donc au projet de loi qui vous occupe, l'article 12, puisque là c'est l'article 12 dont on parle, c'est concrètement comment on va faire qui me pose question, et je vais essayer de le dérouler de la manière la plus simple. Donc dans l'article 12, ce qui est proposé, c'est que la procédure de participation du public sur la construction et l'exploitation des parcs éoliens en mer, pour simplifier, soit menée en commun avec celle effectuée sur les documents stratégiques de façade. Donc on ait une seule et même procédure pour parler et des documents stratégiques de façade et des projets de parcs éoliens. C'est bien sur le papier, mais concrètement, ça ne va pas fonctionner. Je vais vous juste essayer de détailler le pourquoi. Donc la planification, je vous disais, elle est vraiment nécessaire. Les outils actuels, que ce soit la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou les DSF, ne sont pas des outils de planification. La PPE, je vous ai apporté un exemple de la PPE qui a été adoptée pour 2019-2028. Elle nous dit simplement qu'après 2024, on aura 1000 mégawatts par an posés ou flottants en mer. Elle ne dit absolument pas où, elle ne dit pas combien potentiellement de parcs ça représente, donc c'est un objectif en termes de mégawatts, mais qui est très très peu précis. Les DSF, les documents stratégiques de façade, comme vous le savez, ils doivent élaborer des cartes de vocation, c'est-à-dire identifier en mer les différentes zones et où est-ce qu'on potentiellement on pourrait effectivement avoir des activités économiques, des activités d'énergie renouvelable ou des activités de transport. Quand vous regardez dans le détail ces cartes de vocation, il y en a certaines qui sont très précises, d'autres pas du tout. Je vous ai apporté 2 exemples si vous voulez les regarder. Enfin, je sais pas si... Je trouvais que c'était bien d'être concret. Il y a l'exemple de la carte de vocation de la façade maritime Manche Est, mer du Nord. Voilà, vous avez quelques grands rectangles où on dit, là, effectivement, prédominance de la navigation maritime et sécurité maritime, mais zone à fort potentiel de développement éolien. Mais c'est tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de zonage très, très précis. À l'inverse, vous prenez le DSF donc Méditerranée. Là, il est extrêmement détaillé. Et vous avez, par exemple, le littoral languedocien-ouest, où vous avez très précisément les différentes zones. Donc celui-ci, il serait utile. Si on veut faire du débat public, celui-ci, il est propre, il est précis. On sait vraiment où sont les conflits d'usage et il est très clairement zoné. Donc le problème des DSF aujourd'hui, c'est que tels qu'ils sont, on ne peut pas s'appuyer partout sur les cartes de vocation pour dire voilà potentiellement où demain on pourrait faire des parcs éoliens en mer. Je rappelle par ailleurs que les DSF, effectivement, ils font déjà l'objet d'une procédure de participation du public. C'est à l'échelle de la façade. On s'est donné du mal, mais je dois reconnaître qu'on n'a pas rassemblé énormément de personnes pour participer à ce type d'exercice. Et il est évident que demain, forcément, les parties prenantes seront plus actives dans la participation, mais ça va être difficile de mobiliser le grand public. Donc voilà, s'agissant de la difficulté en partant de l'existant. Autre élément, pour élaborer les DSF, il a fallu quasiment 3 ans. Ça s'élabore en 4 étapes. Une première étape qui concerne l'existant, ensuite les objectifs, après les modalités d'évaluation et enfin les plans d'action. Les cartes de vocation, on les voit au moment des plans d'action. La participation du public, elle intervient au tout début. Donc, on est sur un exercice qui est quand même assez compliqué, qui est très long. Et si demain, on voulait mixer les 2 exercices, qu'est-ce qui se passerait très concrètement? Soit on part des cartes de vocation telles qu'elles sont, extrêmement vagues, et on essaye d'y caser des projets de parcs éoliens en mer. Et là, évidemment, les acteurs de la mer vont nous dire « mais nous, on n'a pas été concertés. Moi, pour l'aquaculture, moi, pour la pêche, moi, pour les transports, je ne suis pas d'accord avec ce qui est proposé, puisqu'on n'a pas réglé la question des conflits d'usage sur mer. » Soit, effectivement, on se dit « bon, on va mettre en débat les cartes de vocation, vraiment, pour régler ces conflits d'usage, et en même temps, les projets de parcs éoliens en mer. » Donc, on va adopter des cartes de vocation. Pour une échelle de temps, les DSF, c'est 6 ans. Pour une échelle de temps de 6 ans. Et potentiellement, dans 6 ans, voire dans 12 ans, si le DSF est renouvelé, vous allez avoir des parcs éoliens qui vont émerger de la mer.
sortir de mer, et le public ou les élus locaux qui vont dire mais on n'était pas au courant, on n'a pas été informé, on n'a pas été concerté sur ces projets de parc. Donc on voit, nous, assez difficilement comment on ne pourrait pas avoir d'abord une première étape où on se met d'accord sur les cartes de vocation, sur les conflits d'usage, et il y a un arbitrage politique. Parce qu'il faut un arbitrage politique. Parce qu'il y a des moments où il faut aussi voir, par exemple, avec la défense, si ces zones de vocation, ces zones réservées ne peuvent pas être un peu modifiées. Ça, c'est arrivé, par exemple, en Normandie. Donc, il y a des arbitrages nécessaires dans une première étape. Et ensuite, dans une deuxième étape, là, on met en débat, effectivement, les projets de parcs éoliens en mer. Et là, ce qu'on propose, c'est que plutôt que de mettre en débat des projets un par un, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en débat 5, 6, voire 10 projets en même temps? On aurait pu le faire en Méditerranée. En Méditerranée, on a une carte de vocation qui est suffisamment précise pour qu'à la limite, le gouvernement nous saisisse en nous disant bah là, dans cette carte d'évocation, imaginons 10 parcs qu'on va construire sur les 10-15 prochaines années. Imaginons 10 parcs et on met en débat 10 parcs. Ça, c'est une possibilité qui ferait vraiment gagner du temps à tout le monde, mais surtout qui donnerait de la visibilité à l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs locaux ou les acteurs industriels. Maintenant, ça a un présupposé important, c'est que l'État, de son côté, ait les moyens de le faire. Il faut que, en particulier, la Direction générale énergie-climat ait les moyens humains de le faire et de porter l'ensemble de ces projets. Et c'est peut-être là où on a une difficulté aujourd'hui, parce que la DGEC n'est sans doute pas assez armée. On l'a déjà dit d'ailleurs en conclusion de notre débat, c'est pas notre rôle, hein, mais on l'a dit quand même, en conclusion du dernier débat qu'on a fait sur Oléron, qu'il fallait augmenter les moyens humains de la DGEC. Voilà en quelques mots, monsieur le rapporteur. Mais je peux vous faire passer les cartes si vous voulez. Oui, on les mettra dans Diméter, hein, les cartes. Je vais donner la parole à monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, dans le contexte des crises climatiques et énergétiques actuelles, le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui a pour ambition de favoriser le développement des énergies renouvelables. Le Conseil d'État a approuvé ce texte tout en relevant que son étude d'impact était, je le cite, « inégale, insuffisante sur plusieurs articles, voire inexistante sur certaines dispositions pourtant importantes ». Ces manques découleraient notamment des brefs délais, même des très brefs délais, dit-il, dans lesquels les organismes ont été consultés. Et c'est sur cette lacune relevée par le Conseil d'État que je souhaiterais vous interroger, car vous l'imaginez bien, l'impact de ce texte peut être extrêmement important et conséquent pour nos concitoyens. Il prévoit notamment d'alléger les exigences environnementales imposées pour installer éoliennes et panneaux en nombre et de dédommager certains riverains s'ils acceptent près de chez eux ces sources d'énergie verte. J'insiste depuis des années, à l'Assemblée nationale ou dorénavant au Sénat, sur les conséquences que peuvent avoir l'installation de mâts éoliens dans un territoire. Et je pense spécifiquement à ma région, les Hauts-de-France, première région en termes de nombre de mâts, avec 30% de la production industrielle installée. J'en viens donc à mes deux questions, et qui rejoignent d'ailleurs les questions qu'a posées le rapporteur Mandelli. Sur un sujet polémique comme celui des éoliennes, ne pensez-vous pas que l'avis des populations ou à minima des élus locaux devrait être mieux pris en compte, jusqu'à, pourquoi pas, leur donner un droit d'opposabilité? Deuxième question, les délais de consultation, et là je fais toujours référence à l'analyse du Conseil d'État, les délais de consultation vous apparaissent-ils comme suffisants pour que pédagogie, concertation et, le cas échéant, acceptation puissent rimer avec sérieux et sérénité? Merci. Je vais donner la parole à trois autres de mes collègues. Monsieur Houllegatte. Puis après, tu répondras. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voudrais revenir un peu sur l'éolien en mer pour apporter, je dirais, un complément. D'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs pour votre avis, puisque dans votre avis écrit, vous avez parfaitement mentionné le fait qu'il faut procéder donc en deux temps, donc à la fois au niveau du DSF sur les objectifs généraux et puis également mutualiser les débats. Je voudrais simplement peut-être noter une chose, c'est que dans la première version de l'étude d'impact qui nous a été transmise sur l'article 12, le rédacteur de cette étude d'impact mentionnait le fait suivant en disant que le point faible est le risque que le volet éolien en mer prédomine, monopolise le débat public sur le DSF au détriment des autres volets du DSF. Et cette phrase a disparu, parce qu'elle était sans doute gênante,
entre les deux versions de l'étude d'impact. Je voudrais vous remercier justement, parce que moi j'ai participé donc, au débat public sur l'AO8, et le fait d'arriver à converger sur ce qu'on appelle une zone de moindre contrainte, moi, me paraît tout à fait prometteur. Ma question va poser tout simplement sur le fait que tout le monde s'accorde à dire que la meilleure façon d'accélérer les projets, notamment, c'est d'engager le plus en amont possible la concertation et que cette concertation puisse s'opérer tout au long du déroulement du projet. C'est le sens d'ailleurs de l'avis du Conseil économique, social et environnemental qui nous a, je dirais, fourni un rapport sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique avec transition subie, transition choisie, mais aussi c'est, je dirais, le travail remarquable du CGEDD d'il y a un an qui propose une refonte complète de l'ensemble des procédures. Et au titre de cette refonte, il propose de nommer un garant pour chaque projet qui serait soumis à concertation et de maintenir la participation continue jusqu'à l'autorisation du projet. Donc je voulais savoir quel est votre avis par rapport à ces travaux de modernisation de la participation du public et des procédures environnementales faites par le CGEDD. Et j'ai bien compris le fait que vous ne retenez pas la proposition suivante, qui est celle de faire, de fondre, entre guillemets, les fonctions de garant et de commissaire enquêteur, parce que c'est aussi une des propositions du CGEDD. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, l'utilité et la pertinence du débat public n'est plus à prouver. Nombreux sont les projets qui ont été modifiés, voire remaniés de façon significative. La réforme du dialogue environnemental a fait évoluer les procédures de participation du public et donc élargi considérablement les champs des compétences de la CNDP. Mais les dossiers devant légalement faire l'objet d'une saisine de la CNDP sont retenus sur des critères quantitatifs plus que qualitatifs. En effet, seuls les projets importants en termes de coûts sont soumis à débat. Or, d'un point de vue écosystémique, des projets d'envergure financière plus modestes, mais concernant des zones fragiles, peuvent aussi engendrer des impacts environnementaux importants et étendus. De plus, le contexte de réchauffement climatique et crise énergétique nous pousse collectivement à accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc, le projet de loi prévoit l'accélération des procédures. Dans nos circonscriptions, nous constatons une prise de conscience de l'urgence climatique, mais beaucoup de résistance des habitants et parfois des élus face aux projets d'éoliennes, de photovoltaïques et autres méthaniseurs. Alors, avec votre expérience du débat public, quelles sont, selon vous, les pistes pour favoriser le développement des énergies renouvelables, tout en protégeant les zones les plus fragiles, bien sûr, mais en favorisant une meilleure acceptation populaire des outils de la transition, y compris donc des petits projets qui impactent chacun de nos départements, ce qui reprend les interrogations de Stéphane Demilly sur l'éolien, mais aussi sur l'ensemble des outils de production d'énergie. Merci. Je vais donner la parole à Nicole Bonnefoy. Puis après, je donnerai la parole à la présidente pour répondre aux questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi j'avais deux questions concernant le projet de loi et une question subsidiaire. Alors les questions concernant le projet de loi, c'est plus exactement sur l'article 2 où je m'interroge en ce qu'il ajoute au cas d'exemption de l'enquête publique, les projets soumis a permis de démolir ou d'une déclaration préalable lorsqu'ils relèvent d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. À ce stade, rien n'interdirait de diviser les grands projets en plusieurs petits projets dont la puissance serait inférieure à 1 MW pour échapper à l'enquête publique. Donc, que pensez-vous de cette possible dérogation à l'information des citoyens? La deuxième question concerne l'article 3 qui donne clairement la possibilité d'imposer aux élus des modifications profondes de leur PADD. Les élus locaux sont des passeurs d'informations non négligeables. Ils contribuent justement à l'acceptabilité en permettant de mettre en exergue les atouts et les risques de telles infrastructures. Dans votre avis, vous indiquiez que la réforme envisagée ne doit pas se traduire par une régression du droit à l'information et à la participation du public, qui est un droit constitutionnel. Donc, que pensez-vous, Madame la Présidente, du risque de dématérialisation généralisée des enquêtes publiques au regard des populations rurales exposées, qui sont souvent vieillissantes et un peu enclines à ne pas maîtriser l'outil numérique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser sur le bord du chemin toute une partie de la population qui est pourtant bel et bien concernée par ces nouvelles infrastructures? Et la question subsidiaire concerne notre domaine sur lequel, ici au Sénat, dans cette commission, nous avons beaucoup travaillé.
Il s'agit de la culture de la sécurité, de la culture du risque, qui est un élément indispensable pour améliorer notre résilience face à des événements exceptionnels comme les catastrophes climatiques ou les accidents industriels. Et donc, quelle perception avez-vous de cette culture de la sécurité chez nos concitoyens à travers les concertations et les débats que vous avez pu mener? Et sentez-vous qu'il y a une vraie appétence des citoyens pour ces questions de risque et de sécurité? Et comment pourrait-on la renforcer? Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Bon, alors, on a un bon plat de résistance. Oui, Monsieur le Sénateur Houllegatte, alors merci effectivement sur le but du débat public. Alors, j'aurais dû parler de ça avant. Il y a une grande modification par la loi ESSOC en 2018 sur la manière dont on devait mener les débats publics sur les projets de parcs éoliens en mer. Auparavant, on menait les débats publics une fois que le parc avait été attribué aux porteurs de projets, donc la zone était définie, les caractéristiques du parc étaient définies, ce qui crée énormément de crispation avec le public qui nous disait mais si tout est défini, il n'y a plus rien à débattre. Et notamment sur Dieppe-le-Tréport, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu modifier la zone pour qu'elle soit beaucoup plus acceptable, notamment pour les pêcheurs. Donc en 2018, la loi a été modifiée et elle a été réellement et pleinement appliquée en Normandie ou en Méditerranée, où on a sollicité la CNDP très en amont pour identifier localement les zones de moindre impact, enfin les zones effectivement les plus propices au développement de parcs éoliens. Ça a été le cas en Normandie, sur l'AO5 et l'AO8, et ça a été le cas aussi en Méditerranée. Ça n'a pas réellement été le cas en Sud-Bretagne et à Oléron, où en réalité la zone avait déjà été prédéfinie localement avec les acteurs locaux. Et on est venu ensuite nous voir en nous disant est-ce que c'est la bonne zone? Grosso modo, on nous a demandé de mettre un grain de riz sur une confetti. Donc ça a créé quand même quelques difficultés. Et avec les acteurs locaux qui nous ont dit attendez, on a déjà concerté, pourquoi est-ce que maintenant vous allez reconcerter avec le public? Et avec le public qui nous a dit les marges de choix sont assez faibles. Ça a conduit d'ailleurs à Oléron à complètement sortir de la zone puisque ce n'était pas la bonne zone. Donc ces nouvelles modalités depuis 2018, elles fonctionnent plutôt bien. Et voilà, elles fonctionnent plutôt bien. On l'a vu, on a fait un débat en 2019, on a attribué maintenant, donc il y a 2 zones énormes qui ont été choisies en Normandie et qui ont été plutôt efficaces. Le principe de la concertation continue, donc entre le moment du débat public jusqu'à l'enquête publique, grosso modo, ou la PPVE, ce principe existe. Il y a bien une concertation continue. Mais en fait, elle est un peu faible aujourd'hui. Elle est un peu faible parce qu'il y a, dans les demandes du public, il y a 2 choses qui reviennent en permanence. La première, c'est d'être associé à l'élaboration du cahier des charges. Et ça, on n'a jamais eu gain de cause sur le sujet. Le cahier des charges est élaboré, j'allais dire, en chambre. On n'a jamais eu de réelle transparence sur la manière dont il est élaboré et sur la prise en compte, par exemple, des critères environnementaux dans le cahier des charges. Le deuxième point qui est systématiquement demandé et qu'on recommande systématiquement, c'est qu'il y ait une instance de concertation dédiée pour les pêcheurs. Parce que vraiment, il y a des problèmes spécifiques qui se posent pour la pêche. Est-ce qu'ils vont pouvoir pêcher au milieu des parcs? Quel sera le régime de responsabilité en cas de difficulté? Et là, de la même manière, on n'a jamais eu gain de cause. Donc, on a une concertation continue, mais qui pourrait être un peu améliorée. Et quant effectivement à aujourd'hui fusionner garant et commissaire enquêteur, comme je vous le disais, on n'a pas les mêmes missions entre une obligation absolue de neutralité qui est importante dans la participation parce que c'est un peu la condition de confiance. Si on commence, nous, à prendre position sur les sujets, si on est par exemple, si on prend une position favorable au nucléaire, vous imaginez bien que tous les antinucléaires ne vont jamais venir participer à nos débats publics. Alors qu'un commissaire enquêteur, on lui demande, et le Code lui demande, d'émettre un avis motivé. Donc il faudrait changer les missions pour que ce soit possible. Monsieur le sénateur Gold, alors vous êtes revenu effectivement sur la question des critères qui font que la saisine de la CNDP est obligatoire ou pas. Ces critères, c'est en réalité, c'est qu'est-ce qui a un impact sur l'environnement ou pas. Aujourd'hui, dans le Code de l'environnement, c'est l'article R121-12,
J'ai un doute entre 2 et 12, mais c'est le R121, ça c'est sûr. Le R121-12 de mémoire, effectivement, ne fixe que des seuils financiers, ce qui n'est pas toujours pertinent, parce que vous pouvez avoir des petits projets qui ont énormément d'impact environnemental. Donc pour ces plus petits projets, on peut être saisi de manière volontaire. Ça, c'est une possibilité et c'est relativement fréquent. L'autre limite de cet article, c'est que sont exclus un certain nombre de projets qui ont réellement un impact sur l'environnement. Par exemple, les data centers. Vous avez des data centers aujourd'hui à 130 MW. Ils sont complètement exclus de la participation du public. Par exemple, une extension de capacité d'aéroport. Le terminal 4 à Roissy, donc qui quand même entraînait une augmentation de capacité monumentale, est exclu de la participation obligatoire. Donc ADP est venu nous voir de manière volontaire, mais il n'y était absolument pas obligé. Donc il y a bien un problème effectivement d'adaptation de cette obligation de participation à la réalité en fait des nouveaux projets. Comment favoriser le développement des énergies renouvelables, y compris les petits projets, sur le terrain? La première chose que je vous disais, c'est de mettre les choses dans l'ordre, de voir quel est le potentiel, où est-ce qu'on peut les mettre, quels sont les conflits d'usage, donc avoir une image un peu fidèle du territoire et se mettre d'accord sur ces conflits d'usage. Le deuxième élément, c'est que la participation, telle qu'à notre stade, à nous, comme elle est très en amont, elle ne va pas mesurer l'acceptabilité, parce qu'on met en débat l'opportunité de faire ce projet, mais ses alternatives. Est-ce qu'on fait, de manière un peu bête, est-ce qu'on fait un parc éolien ou est-ce qu'on fait un parc photovoltaïque? C'est ça qu'on va mettre en débat. Donc on va plutôt identifier les conditions de faisabilité du projet. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui vraiment fait débat sur le territoire? Mais si on met bien les choses dans l'ordre, le zonage, bien l'identification des conditions de faisabilité, on arrive effectivement à mener à bien des projets sur le terrain. Mais en fait, le point aujourd'hui, c'est que le public parfois nous dit mais on a l'impression que c'est anarchique, quoi. On ne sait pas exactement où seront implantés les différents projets. Donc le besoin de visibilité, de planification, on l'a sur le maritime comme sur le terrestre, mais on a vraiment besoin de partir du terrain et pas l'inverse. Ça, c'est un autre point qu'on entend dans tous les débats. La première réticence, c'est quand les personnes ont le sentiment que c'est un projet national qu'on veut plaquer sur un territoire. Et l'exigence de territorialisation des projets, qu'on peut comprendre, hein, elle se pose à chaque fois. On l'a eu sur on l'a eu pour Oriseo, qui était un projet porté par Engie et Neoen. On l'a eu sur un projet de parc éolien au Blayais, qui était pourtant sur le site d'EDF. Donc on l'a à chaque fois. Alors, Madame la sénatrice, vous me posez beaucoup de colle. Merci. Sur l'article 2, alors nous, on s'est centré sur les articles qui nous concernaient directement, mais on a effectivement regardé les autres articles. Globalement, ce qui est assez gênant en ce moment en termes de participation, c'est toutes les lois d'exception qui font que dans un domaine, on aurait telle procédure, dans un autre domaine, on aurait telle procédure. Et il y en a beaucoup, ce qui ne permet pas ni aux élus ni au public de bénéficier d'une certaine clarification, d'une certaine clarté des procédures. Donc on n'est pas favorable à ces mesures d'exception qui, grosso modo, laissent en plus entendre que l'enquête publique serait inutile ou serait une procédure superfétatoire. Et ceci nous amène du coup à la deuxième question sur le risque de dématérialisation. Le risque de dématérialisation, c'est le développement aujourd'hui des procédures de participation par voie électronique, les PPVE. Il y a des PPVE avec garant ou sans garant. Il y a des PPVE, généralement c'est sans garant, mais vous avez des PPVE avec garant, par exemple sur les projets olympiques, par exemple sur les prisons aussi. Donc le garant est là pour vérifier que la procédure se déroule de manière sincère. Il rédige, entre guillemets, les conclusions de la procédure, c'est-à-dire il fait le bilan de ce que le public a dit. Et en plus, j'avoue qu'on demande, nous, aux garants, de faire en sorte que la procédure ne soit pas que numérique. Il y a 14% de la population qui n'a pas accès au numérique. 14% sur l'ensemble du territoire. Donc si on fait des PPVE, on exclut de fait cette population qui souvent effectivement est une population rurale ou qui n'est pas familière avec le numérique.
Le deuxième élément, on a eu à faire, par exemple, les PPVE sur les infrastructures liées aux Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Et là, on leur a dit, mais en Seine-Saint-Denis, si vous faites que des PPVE, vous êtes sûr que la plupart des personnes ne seront ni informées de l'existence de ce projet, ni ne pourront participer. Donc, on a exigé qu'il y ait des procédures en présentiel aussi, parce que la participation 100% numérique, de fait, c'est excluant. Et donc, ça ne répond pas à ce qui est inscrit dans la Constitution et dans le Code de l'environnement, qui est que toute personne doit avoir la possibilité d'être informée et de participer. Donc ça, c'est sur la dématérialisation. Et en ce sens, d'ailleurs, on porte le même discours avec la Défenseure des droits qui dit, dans un autre domaine, mais c'est aussi l'exercice d'un droit, la participation, qui dit la même chose. Et dans nos procédures, nous, même pendant le Covid, on a refusé, on n'a jamais fait de concertation ou de débat public qui soit uniquement numérique. Même pendant le Covid, on s'est débrouillé pour qu'il y ait des moments en présentiel, parce que sinon, c'est de la fausse participation, ou c'est de la participation détournée. Enfin, sur la culture de la sécurité et du risque, alors, ce sujet-là, nous, on le voit apparaître plus ou moins en fonction des projets qui sont mis en débat. Sur le nucléaire, quand on a organisé le débat sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, le PNGMDR bien connu, évidemment, la question est souvent venue sur la table. Pour le futur débat sur les EPR2, évidemment, ça va venir aussi sur la table. Donc, il y a bien une attente qui est très forte. La difficulté, en fait, souvent qu'on a, c'est que vous avez une expertise extrêmement forte d'une partie des acteurs et des parties prenantes, pour lesquels, dans le cadre du débat public, ils demandent des réponses extrêmement précises, mais vraiment très précises. Quand on a sur le nucléaire, on a des niveaux de débat qui sont d'une précision et d'une technicité énorme. Et qu'en même temps, vous avez le public qui va nous dire, par exemple, sur le PNGMDR, un des sujets qui est venu sur la table, c'est quid des transports, quid du transport de matières radioactives. Comment ça se passe? Quelle garantie de sécurité nous avons? Comment est-ce qu'on est informé? Qu'est-ce qu'on connaît des données aussi des impacts sur la santé? Il y avait très peu de données sur l'impact sur la santé dans le cadre du PNGMDR. Donc il y a bien une culture du risque, mais effectivement, il y a une très grande différence entre les acteurs. Et donc, ça passe d'abord par de l'information et de la clarté dans l'information. Nous, sur le débat EPR2, notre véritable sujet, ça va être d'être accessible à tout le monde. Ça va être que l'information soit lisible et compréhensible par toutes et tous. L'IRSN nous a remis hier soir 2 expertises. Je vous invite vraiment à les lire. Elles sont vraiment formidables. Sur le bilan des EPR, d'une part, et d'autre part, donc c'est en complémentaire à la mission qui avait été menée par Jean-Marie Foltz sur le sujet, et d'autre part, quelles sont les alternatives à l'EPR dans le monde, y compris les SMR. C'est des sujets qui sont passionnants, qui sont engageants pour l'avenir. Maintenant, on a dit à l'IRSN, ce serait quand même important qu'au-delà du document qui est passionnant, vous puissiez faire des vidéos ou des éléments explicatifs accessibles au grand public, parce que ce sont des sujets majeurs. Une fois qu'on a les explications, ça se comprend très bien. Mais il faut que ce soit accessible au grand public. Donc la réponse à Stéphane Demilly. Oh, pardon, Stéphane. Je suis désolée. Excuse-moi. Excuse-moi. Comme ça, le meilleur pour la fin, monsieur le sénateur. Désolée. Sur effectivement, sur la concertation avec les élus locaux. On dit souvent, et on le répète, et je sais qu'aujourd'hui, tout n'est qu'accélération et urgence, mais on répète tout le temps que pour que la participation ait du sens et pour que la concertation ait du sens, il faut lui laisser le temps. Il faut déjà laisser le temps à l'ensemble des acteurs et au public de s'informer, d'une part, et ensuite, il faut laisser le temps aux arguments de se rencontrer, de s'échanger, que les uns et les autres comprennent les arguments de l'autre, le pourquoi il a telle ou telle position, ce qui fait potentiellement d'ailleurs évoluer les arguments des uns et des autres. Donc le temps de la concertation et de la participation en général est un temps important et ce n'est pas un temps perdu. L'argument souvent de l'accélération du temps de la participation qui prendrait trop de temps, ce qui n'est d'ailleurs prouvé par aucun des rapports, aucun, qui ont été commandés sur ce sujet, est un argument que je trouve assez dangereux.
parce qu'il laisserait à penser que le temps de la démocratie, qu'elle soit participative ou représentative, est un temps trop long et un temps perdu, effectivement. Or, c'est le temps où on va identifier les conditions de réalisation du projet. Et ce qu'ont montré d'ailleurs les rapports, c'est que les délais qu'on observe sur les grands projets sont généralement liés au délai d'arbitrage politique, et au délai de financement, en général. Et ça, c'est dans les différents rapports récents, c'est extrêmement bien documenté, y compris le rapport d'ailleurs Guyot, qui était un rapport d'un industriel, donc on ne peut pas taxer d'être nécessairement favorable aux uns ou aux autres, qui a exactement la même conclusion. Donc, notre position, c'est qu'effectivement, l'avis des populations et des élus locaux, et on ne met pas les uns en face des autres, hein, en général, au contraire, l'essentiel, c'est que les parties prenantes se rencontrent, est absolument nécessaire pour éviter de commettre des erreurs. On a fait, on doit être à 105 ou 106 débats publics. Donc, les débats publics, c'est ce qu'on fait sur les plus gros projets, vraiment les plus gros projets ou les plus conflictuels. On a regardé, depuis 25 ans, combien de projets étaient aujourd'hui sortis de terre. Moins de 20. Moins de 20 sont sortis de terre. Donc il y a un réel enjeu, effectivement, à remettre à plat l'ensemble des procédures, mais il ne me semble pas, au regard de ces chiffres, que la question soit le temps de la participation en général. Quant au délai de consultation sur ce projet de loi en particulier, vous avez vu les réactions du Conseil national de la transition qui s'est exprimé à plusieurs occasions. Nous, typiquement, on s'est prononcé avec ce que l'on avait sur la table, mais on est encore en train d'essayer d'organiser des réunions avec la DG Maire, alors qu'elle a changé de nom. C'est DG AMP, je crois. Enfin, ils ont changé de nom. Et la DGEC, pour voir concrètement comment on met à plat leurs propositions sur l'article 12. Donc, oui, s'agissant de ce texte, on comprend bien l'objectif, mais il y a deux éléments dans ce texte. Il y a les mesures temporaires et puis il y a les mesures permanentes. Peut-être que les mesures permanentes auraient pu être discutées, là je dépasse mon rôle, je suis désolée, mais elles auraient peut-être pu être discutées dans le cadre de la loi programmation énergie-climat, après la concertation nationale, qui aurait pu mettre à plat l'ensemble de ces sujets. Pardon ? Alors, comme je vous le disais, nous, on est tellement en amont qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Nous, on identifie les conditions de faisabilité. On n'est pas encore au stade où le projet est en voie d'être autorisé juste après. Donc, on n'est jamais confronté en réalité à cette difficulté, parce que ça n'est qu'à l'issue d'un débat public ou d'une concertation préalable que le décideur pourra dire s'il poursuit ou pas son projet. Et ça n'est qu'à l'issue de cette procédure qu'il pourra déposer sa première demande d'autorisation. Donc on n'en est vraiment pas au stade de l'opposabilité. Là, c'est encore un autre sujet. Maintenant, évidemment, tout ce qui est propice à la participation du public, d'une manière ou d'une autre, à sa participation à l'élaboration des décisions, on y est favorable. Mais je dépasserai mon rôle si je vous répondais. Merci. Donc, j'ai encore 5 collègues et nous devons libérer la salle pour 10 heures. Enfin, pas libérer la salle, nous recevons M. Berville à 10h15. Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Alors, il se dit que nous aurions la meilleure démocratie environnementale qui puisse se faire. Est-ce qu'il vous semble, parce que vous avez mentionné des petites régressions récentes, que notre démocratie environnementale s'abîme un petit peu ? Et puis maintenant, je vais vous demander, puisque il y a très concrètement un changement de paradigme dans notre pays, puisque tous ces dispositifs ont été pensés pour des projets qui étaient souvent des projets importants au niveau financement, puisque vous avez dit que la saisie ne peut se faire qu'au-dessus de 300 millions d'euros. Or, ce qui est en train de se passer sur le territoire, c'est quelque chose de complètement différent, puisque, par exemple, dans mon département, le Lot, pour les projets photovoltaïques, c'est plein de petits projets qui se montent sur les territoires, parfois dans des communes qui sont très proches les unes des autres. Et donc, se pose peut-être la question, mais vous me direz ce que vous en pensez, de cette consultation qui pourrait se faire
parce qu'on voit ces petits projets donc émerger de partout et qui vont avoir certainement un impact environnemental globalement, alors que sont des projets privés, que forcément ils ne vont pas recourir de manière volontaire, comme vous l'avez signalé, pour demander ces enquêtes ou ces consultations du public, et que peut-être ce serait nécessaire. Et peut-être, pourquoi pas envisager, quand on a... Alors, il faudrait peut-être mettre des critères, peut-être vous en avez en tête, qui permettraient d'avoir ces consultations du public sur, pourquoi pas un département, si on voit que plein de projets émergent et qui de toute façon ne provoqueraient pas cette consultation du public qui serait pourtant nécessaire puisqu'ils vont avoir des impacts sur l'environnement. Et pour ce qui concerne du mix énergétique, effectivement, comme précédemment, quand tout le nucléaire a été installé sur notre territoire, il n'y a pas eu de consultation du public. Est-ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, alors il y en a une qui est lancée, mais est-ce qu'elle correspond tout à fait à ce qui serait l'interrogation qu'on ferait aux Français sur le choix qu'ils ont par rapport à leur futur énergétique, ce qui est un choix évidemment extrêmement important pour nous tous dans le pays. Merci. Madame Filleul. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. Je souhaitais vous dire que je partageais votre inquiétude et l'inquiétude de ma collègue Nicole Bonnefoy par rapport à l'extension de la consultation électronique qui exclut de fait, comme vous l'avez dit, 14 millions de personnes considérées comme exclues de l'électronisme, mais également 50% de la population qui n'est... 14%, j'ai dit. Oui, 14%, pardonnez-moi. 14%. 14% de la population, je suis troublée. Et 50% qui se sentent mal à l'aise par rapport au numérique. Et donc, on peut dire que vraiment, ce mode de consultation est complètement dissuasif et contre-productif par rapport à l'objectif qui est le nôtre, à savoir qu'il y ait un maximum de personnes qui participent et s'approprient le projet. Et dans le même ordre d'idées, je voulais évoquer la remise en question du rôle social du commissaire enquêteur dans l'article 2 du projet de loi qui nous est soumis. Le commissaire enquêteur a, me semble-t-il, un rôle important puisqu'il reformule, aide à la compréhension de chacun des projets qui sont parfois très complexes du point de vue technique et mettent en jeu beaucoup de données. Et puis ensuite, il aide aussi un certain nombre de citoyens à formuler des avis. Et donc, son rôle est majeur. Et je voulais vous demander ce que vous pensiez justement de cette remise en question du commissaire enquêteur. Et moi, je voulais faire le constat général qu'on veut aller vite, mais qu'on n'est pas garanti d'aller vraiment bien dans le bon sens avec ces deux éléments, en tout cas. Merci. Je vais donner la parole à Madame Simpé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente et Madame la Vice-Présidente, pour votre présence devant nous ce matin. Alors, vous avez rapidement évoqué dans vos propos liminaires, Madame la Présidente, un questionnement que je voudrais vous poser plus précisément concernant l'article 13 du projet de loi qui prévoit la possibilité de mutualiser les débats pour l'éolien en mer. Alors, très concrètement, Madame la Présidente, y voyez-vous une manière d'enrichir le débat public ou au contraire, y voyez-vous une menace? Merci. Parole est à Monsieur Pascal Martin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la CNDP a récemment été mobilisée, vous y avez fait allusion tout à l'heure, pour la concertation autour du nouveau plan de gestion des matières et déchets radioactifs et le sera pour le débat sur le nouveau programme nucléaire français. D'ailleurs, la presse a publié l'avant-projet de loi du gouvernement sur le nouveau nucléaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur la méthode, les modalités et le calendrier de ce débat structurant et déterminant pour notre politique énergétique? Quels sont les principes qui doivent guider, selon vous, cette concertation? Enfin, quels seront les lieux de débat et de concertation? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous l'avez dit, il y a complémentarité entre le débat participatif et la démocratie représentative. On le voit chaque jour dans nos collectivités, les élus locaux organisent des concertations pour mener à bien des projets, donc ça prend du temps.
Et vous l'avez dit également, il faut prendre le temps de la discussion. Et là, on est sur un projet de loi d'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Donc c'est cette conciliation et la gestion des contradictions. Donc il faut trouver la ligne de crête. Moi, je voulais vous interroger sur, ça a été évoqué également, sur les consultations par les moyens numériques aujourd'hui, par voie électronique, la place du numérique, du cyber pour les consultations. Quelle est aujourd'hui, dans les consultations que vous opérez, est-ce qu'il y a comme pour tout le monde, des attaques cyber? Est-ce que vous en avez recensé? Est-ce qu'elles viennent du national et parfois de l'international? Là, on est sur des sujets de déploiement d'énergie renouvelable avec des enjeux stratégiques pour le pays. Donc on peut s'attendre à avoir des actions de puissance extérieure. Quel niveau de protection pour mener à bien le débat public sécurisé sur le plan numérique? Dans le projet de loi, il est fait état de l'acceptabilité et du partage de la valeur locale. Est-ce que vous, dans les consultations que vous avez à mener, ce point de le partage de la valeur locale est un point déterminant qui prime par rapport à des considérations environnementales, ou est-ce que vous avez déjà une analyse, un recul pour hiérarchiser un petit peu les points qui sont importants pour la population, pour l'acceptabilité justement? Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec et puis à la présidente pour réponse. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Les projets dont on parle sont des projets pour plusieurs décennies, et dans plusieurs décennies, le temps aura sérieusement changé. C'est-à-dire que sur ces projets, il serait bien d'avoir un volet lié à l'adaptation au changement climatique. Donc ma question va être assez simple pour savoir si aujourd'hui la CNDP a la capacité d'intégrer la question de l'adaptation et l'évolution du climat dans les concertations. Est-ce que vous avez les données? Est-ce que vous avez un cadre, y compris fourni par l'État en termes un peu prospectifs? Est-ce que cette question de l'adaptation, alors ça dépasse les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables étant très liées au temps qu'il fait par définition, elles sont particulièrement concernées. Donc est-ce qu'aujourd'hui, cette question d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les concertations, vous la voyez, c'est mature, ou là on a des marges de progrès? Merci. Avant que je donne la parole à la présidente Joanneau, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Bon, Madame la Présidente, vous avez un peu 15 minutes pour répondre. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En plus, je n'ai pas répondu à votre question sur les moyens. Alors, je suis quand même pas douée parce que normalement, un président d'institution, c'est la première question à laquelle il répond. Mais bon. Donc, Madame la sénatrice, Madame Préville, sur la démocratie environnementale, effectivement, on a un modèle qui est très abouti dans le cadre du Code de l'environnement. Est-ce qu'elle s'abîme? Il y a eu des régressions, effectivement. Je les ai listées tout à l'heure, dont une importante qui est celle du droit d'initiative, et j'y reviendrai parce que ça rejoint votre deuxième question. Et pour autant, sur le terrain, il y a quand même, comme je vous le disais, nous, on a de plus en plus de demandes. On a fait quand même, x7, on vient nous voir pour tout, y compris les concertations sur le numérique responsable, la 5G. Enfin, voilà, il y a une demande très, très, très profonde. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a un déploiement de ces pratiques très important dans des petites communes. Et ce n'était pas habituel parce que ça demande des moyens. Donc, c'était plutôt habituellement les grandes communes, les grandes intercommunalités qui développaient ce type de participation. En tout cas, on a une démocratie qui est bien vivante et qui est assez riche sur le terrain, et puis qui surtout tord le cou à cette idée qu'on ne lit d'ailleurs souvent que dans les livres, où il y aurait d'un côté la démocratie représentative et de l'autre côté la démocratie participative. Les élus de terrain, alors on le sait mieux au Sénat qu'ailleurs, puisqu'en général c'est plutôt des élus de terrain, au contraire, les deux s'alimentent et en général ça fonctionne plutôt bien. Sur les saisines obligatoires ou pas, donc oui, il y a la possibilité de nous saisir de manière volontaire. L'incitation à le faire est d'autant moins importante maintenant que le droit d'initiative est presque impossible à exercer tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que le droit d'initiative aujourd'hui, on peut des acteurs qui considéraient qu'un projet, qu'un impact sur l'environnement devrait être soumis à participation. Aujourd'hui, pour nous saisir, ils n'ont que 2 mois pour le faire. Ce qui est très court parce qu'en général, la publicité de ces projets
elle est faite sur des sites où c'est difficile d'avoir connaissance du projet. Donc le délai de 2 mois, il passe très très vite. Et ça n'incite pas du tout et ça n'est pas favorable du tout à la participation du public. S'agissant du nucléaire, donc le nucléaire, alors on a fait plusieurs débats sur des projets nucléaires. Le premier, c'était en 2004. On a fait 7 débats et c'était sur des projets de 11. 17 débats de concertation en tout sur le nucléaire. Non, c'est sur les 11. Le premier, c'était en 2004 sur le projet d'enrichissement d'une usine d'enrichissement d'uranium. Donc, on en a fait plusieurs. Maintenant, effectivement, la politique générale et la place du nucléaire dans le mix énergétique n'a pas été mis en débat, puisque quand on a fait le débat public sur la PPE en 2018, le gouvernement en fait nous a dit non, c'est pas dans le débat, c'est en dehors du débat. De toute façon, ça va arriver dans le débat, que ce soit le débat public ou le débat parlementaire, puisque on a un plafond en termes de gigawatts sur la puissance nucléaire qui est fixé dans la loi. Si on construit de nouveaux réacteurs nucléaires, il faudra faire évoluer ce plafond. Donc le débat, il va être sur la place publique très prochainement, d'une manière ou d'une autre. Et je vais revenir tout à l'heure sur la question de l'organisation du débat sur les EPR. Donc, Madame la sénatrice Filleul, vous nous avez effectivement fait part de vos inquiétudes sur le numérique. Effectivement, on les partage, puisque, comme on l'indique, on ne peut pas tout faire par le numérique, et surtout, en fait, on voit que ça ne fonctionne pas, puisque ça exclut une grande partie des personnes. Sur notre relation, les rôles des commissaires enquêteurs. En fait, nous, on travaille beaucoup avec les commissaires enquêteurs. D'ailleurs, il y a des commissaires enquêteurs qui sont aussi garants de la CNDP, normalement pas sur les mêmes projets, puisque, évidemment, on ne peut pas être neutre et puis après émettre un avis. Nous, notre travail, c'est de dire il faut une continuité, il faut un continuum. On a une participation préalable qui dit beaucoup de choses. C'est important après ce serait important et on travaille là-dessus, qu'on mette en place une réunion commune quand il y a un passage de relais entre un garant sur un projet et un commissaire enquêteur pour faire le point sur ce qui s'est dit sur le projet et puis partager un petit peu nos méthodes, parce que les commissaires enquêteurs peuvent aussi aller plus loin dans ce qu'ils font et aller plus loin dans leur interprétation de la loi pour organiser des réunions, par exemple. Donc, oui, on travaille très très bien ensemble et on considère que c'est un continuum, voilà, de participation qui va du débat sur l'opportunité au débat sur l'autorisation de lancer le travaux, grosso modo. Et s'agissant du délai de la question de l'urgence, quand vous disiez aujourd'hui on veut tout le temps aller vite, la question effectivement est de savoir si on veut aller vite ou si on veut aller loin. Et souvent, en karaté, je faisais du karaté avant, quand j'étais jeune, on dit toujours il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Sur Madame la sénatrice Saint-Pé, oui, sur la mutualisation des débats sur essentiellement les projets de parcs éoliens en mer et les DSF, comme je le disais tout à l'heure, on est très favorable à ce que dans le cadre des DSF, il y ait effectivement une vision claire de ce que l'on souhaite faire en termes de développement des énergies renouvelables sur la façade. Et qu'on l'ait d'ailleurs sur une échelle de temps qui ne soit pas que 6 ans. Le temps des DSF est un peu trop court. Alors 6 ans, c'est l'obligation européenne en fait, parce qu'il faut rendre compte tous les 6 ans de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre des DSF. Mais pourquoi pas faire des DSF de 12 ans avec une clause de revoyure tous les 6 ans, effectivement, pour donner un peu de visibilité. Parce que pour un industriel, une échelle de 6 ans, c'est une échelle qui n'a pas beaucoup de sens pour développer ces parcs éoliens en mer. Donc, effectivement, on est favorable à ça, mais on pense qu'il y a quand même 2 temps. Il y a un temps pour résoudre les conflits d'usage, ou en tout cas d'occupation de l'espace, et ensuite un temps pour débattre du développement des parcs éoliens en mer et où on les situe et à quelle échéance. Monsieur le sénateur Pascal Martin, sur comment va s'organiser le débat public sur le programme nouveau nucléaire
et en particulier le PR2 de Penly. Donc il s'ouvre le 27 octobre. Il s'ouvre le 27 octobre en fin de journée à Dieppe et à Paris. La première question qu'on va mettre en débat, d'ailleurs le 27 octobre, c'est à quoi sert ce débat ? Puisque souvent nos concitoyens nous disent mais après tout le président de la République a fait des déclarations, les fameux discours de Besançon, il y a un projet de loi d'accélération du nucléaire, donc tout est décidé. Donc c'est pour ça qu'on pose la question de manière un peu brutale. D'abord, il va servir à informer la population, c'est quand même important. Et surtout, il va servir parce qu'il va alimenter un débat. Le vrai décideur aujourd'hui, ça va être le Parlement, en fait. C'est quand même une échéance énorme, la loi de programmation énergie-climat. Donc le vrai décideur, c'est le Parlement. Donc ce débat, il va servir parce qu'en fait, aujourd'hui, rien n'est décidé. Et que tout sera décidé au Parlement. Pendant l'année 2023, effectivement, je doute que ce soit voté en juillet 2023, ça semble difficile. Donc le débat public a été séquencé en plusieurs questions. Il y a 10 questions. Il va avoir lieu sur l'ensemble du territoire national. Évidemment, plus de réunions en Normandie, puisque c'est le premier territoire concerné. Mais il y aura aussi des réunions à Saclay. Il y aura aussi des réunions alors au Tréport, oui, à Lille, à Lyon, à Tours, parce que en fait, on ne va pas simplement mettre en débat la construction de nouveaux réacteurs, mais tout ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique en amont? Est-ce qu'il faut de nouvelles usines d'enrichissement d'uranium? Comment est-ce qu'on va s'approvisionner? Qu'est-ce que ça implique en aval? Est-ce qu'il faut une nouvelle piscine, encore une troisième, une piscine à La Hague? Est-ce que les capacités de CIGEO sont adaptées? Donc on doit effectivement dérouler l'ensemble de la chaîne, mais surtout, on ne met pas en débat que Penly, on met aussi en débat les 2 autres paires de réacteurs qui sont envisagés. Les moyens de participer sont extrêmement variés. Il y a bien évidemment les réunions publiques, il y a des ateliers spécifiques en fonction de certaines thématiques, il y a une plateforme participative, il y aura probablement la possibilité d'organiser des réunions locales, parce qu'on veut que le débat soit très démultiplié sur l'ensemble du territoire. Il y a, et c'est en cours, ce qu'on appelle une clarification des controverses. Il y a certains points de controverse extrêmement importants donc on identifie déjà les points qui font désaccord et on demande aux experts, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre sur ces points de désaccord, d'expliquer le pourquoi. Et comme ça permet de confronter leurs arguments et de les rendre compréhensibles à tout le monde. Et puis bien évidemment, il y a une mobilisation des écoles et des universités pour que ce débat soit aussi pris en charge et préempté par les jeunes. Et puis il y aura, j'imagine, des passerelles avec votre assemblée des jeunesses. Donc 27 octobre, 27 février, c'est une durée légale, 4 mois, on s'est fixé par le Code de l'environnement. Et le président du débat, c'est Michel Badré. Ça a été le premier président de l'autorité environnementale et qui a une qualité incroyable, c'est qu'il est capable de mettre autour de la table les pour et les contre. Il est reconnu par les 2 parties. Oui, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce débat. Enfin, pas tout. Ce sera bien plus riche que ce que je vous ai dit. Monsieur le sénateur Chevollier, sur l'accélération du développement des énergies renouvelables. Bon. Effectivement, quand on lit, quand on sait l'enjeu que constitue le fameux mur de 2050, c'est-à-dire électrification des usages, fin de vie de la plupart des réacteurs nucléaires, donc ça constitue quelque chose d'énorme. L'échéance 2050 est effectivement un mur dont on n'a pas encore idée, donc l'accélération du développement des énergies décarbonées en général est une évidence, en tout cas c'est une évidence technique. Simplement, dans ce texte de loi, il y a effectivement 2 éléments. Il y a des mesures temporaires d'accélération temporaire, et puis il y a des mesures de plus long terme. Et ce qui peut poser question, c'est finalement pourquoi est-ce que ces mesures de plus long terme pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables ne sont pas intégrées dans la future loi de programmation énergie-climat, ne sont pas une
des composantes de cette loi, ce qui vous laisserait d'ailleurs plus de temps pour pouvoir en débattre. Mais c'est une question beaucoup plus politique qu'une question qui intéresse directement la CNDP. Donc j'arrête là. Sur la place du numérique et surtout la question des cyberattaques. Alors c'est des sujets très très sensibles, surtout quand on parle évidemment de nucléaire. C'est un sujet auquel on est régulièrement confronté. Nous, on a maintenu... Alors, on a une plateforme participative qui a plusieurs missions. La première, c'est de permettre à tout le monde de poser une question et d'obliger le maître d'ouvrage à y répondre dans les 15 jours. C'est un principe. De déposer des contributions, de déposer des éléments d'information. On a maintenu une règle qui n'est pas commune dans le domaine du numérique, qui est ce qu'on appelle la modération a priori. C'est-à-dire qu'on ne peut être posté sur cette plateforme et sur notre site que des éléments qui auront été vus préalablement et qui auront été validés. Pourquoi ? Pour éviter les attaques personnelles, pour éviter les dérapages, pour éviter aussi que soient mis en ligne des documents qui pourraient être classés secret défense. Ça pourrait arriver dans certains domaines. Donc on a cette exigence un peu stricte qui fait qu'aujourd'hui, alors ça arrive qu'il y ait des tentatives, au moins pour nous troller, qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas été confronté à cette difficulté. Et on m'a demandé lors du renouvellement de la plateforme, on a eu de grands débats pour savoir si finalement on ne faisait pas comme tout le monde, c'est-à-dire la modération a posteriori. Et on a maintenu cette règle parce qu'on souhaite que les débats publics effectivement ne soient pas l'objet d'invectives personnelles ou de dérapages ou de détours par rapport à la loi. Sur la question du partage de la valeur locale, qui est une question qui passionne ma voisine. Je vais tout de suite lui passer la parole. Merci. C'est une question cruciale qui revient systématiquement dans nos débats. Vous nous avez posé la question si c'est un sujet qui revient dans nos débats. Il revient de deux manières, dans le fait de donner de la valeur locale et de partager la valeur avec le local. Donner de la valeur, c'est la reconnaissance de la particularité des lieux dans leur géographie physique, mais pas que, dans la question patrimoniale, paysagère, encore une fois, mais pas que. Et partager la valeur, un des sujets qui revient souvent dans nos débats, par exemple sur l'éolien, c'est mais qui va bénéficier des profits et des retombées au-delà des avantages fiscaux. Et vous voyez, il y a plein de solutions aussi concrètes. La question de l'emploi local revient aussi systématiquement tout le temps. Il faudrait peut-être adopter aussi des approches qui sont non seulement permettent de faire exprimer le local, mais de l'écouter, de l'intégrer concrètement par la suite. Je vous donne un exemple très simple. Quand nous avons fait les débats sur la politique agricole, nous sommes allés voir beaucoup d'agriculteurs. Et je me souviens que dans une ferme d'agriculteurs, il y avait une pale, une éolienne terrestre, qui l'agriculteur n'indiquait pas comme on le fait d'habitude avec le numéro qui indique la séquence de l'implantation, c'était la pale Robert. Et il disait, quand il y a un dysfonctionnement, j'appelle le technicien. J'ai son portable parce que c'est mon neveu. Vous voyez, donc, avoir des retombées locales, c'est construire vraiment, insérer localement les projets et la prise en compte de la question de l'emploi et savoir un peu la rendre concrète, les donner en réponse est très importante. Donc, donner de la valeur et partager la valeur, on va dire, c'est les deux messages clés qui nous ressortent systématiquement du terrain. Et là, par exemple, la question de l'intégration des pêcheurs, si on parle d'éolien offshore, est une question cruciale qu'on doit aborder pour les intégrer effectivement. Et nombreux de nos débats mettent en exergue le fait qu'ils demandent des instances dédiées, spécifiques. Certes, beaucoup d'instances existent, mais un travail fin, direct et continu avec les pêcheurs est par exemple primordial. Juste pour terminer, donc 2 points, monsieur le sénateur Ronan Dantec. Sur la question de l'adaptation, dans nos débats, on manque d'informations, on manque de données. Il y a pas mal de cartographies qui ont été faites par Météo France, par le BRGM, mais vraiment on manque de données. Et aujourd'hui, une des clés d'entrée qu'on essaye maintenant de systématiser, c'est d'abord mettre en débat effectivement l'opportunité du projet au regard des éléments qu'on a sur l'adaptation. Mais c'est un sujet qui est trop peu abordé. On va l'aborder très prochainement puisque le prochain débat public qu'on va ouvrir, c'est un débat public sur l'eau en Île-de-France avec le CEDIF qui va toucher la qualité de l'eau, mais qui bien évidemment va aussi mettre en débat la quantité et l'aspect potentiel conflit d'usage, même si en Île-de-France, ça se pose de manière un petit peu différente.
Enfin, pour les moyens, Monsieur le Président, parce que bon, il faut parler des moyens. Alors, la CNDP, c'est une toute petite structure, c'est-à-dire qu'il y a 13 personnes dans l'équipe centrale et elle repose sur un réseau de collaborateurs occasionnels du service public de 225-230 personnes qui sont sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est des personnes qui sont indemnisées à la mission. On leur confie une mission, un peu comme le commissaire enquêteur, sauf que c'est nous là qui les indemnisons directement. Ça a un énorme avantage, c'est qu'on est une structure extrêmement souple, extrêmement agile, extrêmement rapide dans son mode de fonctionnement. Maintenant, au regard de 150 procédures de concertation et débat public sur le terrain, 13 effectivement en centrale, c'est très peu. On nous a d'ailleurs supprimé un poste il y a 2 ans sans concertation, sans qu'on sache trop pourquoi. On ne demande pas grand-chose. Mais si on a 2 ou 3 postes supplémentaires, on sera ravis. Donc vous voyez, on est petit et on est modeste. Merci, merci pour cet échange. Et sur les moyens, si on peut vous aider à travers des amendements, le rapporteur ne manquera pas de vous aider. C'était modeste. Hein. Article 40, oui, mais bon. Merci. On va recevoir le ministre Berville.